créateurs d'entreprises qui durent sont des héros des temps modernes. Je m'appelle Jean Barluet, développeur de business et passeur d'histoire. Je roule sur un quart nord-ouest de la France à la rencontre des patrons de boîtes. Avec le podcast Small is Beautiful, nous irons écouter chez eux ces entrepreneurs qui nous racontent les premières années de leur entreprise, les premiers contrats, clients, fournisseurs, toute la fragilité et l'excitation des débuts. Et c'est parti. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Camille Blot. Camille Blot, tu es entrepreneuse, tu as fondé la boutique Cam's Cake et on est dans ta boutique au 28 Place des Carmes. Camille, l'idée de ce format c'est assez simple, c'est je vais te demander de te raconter, c'est-à-dire que nous raconter le parcours d'études potentiellement de Camille si tu en as fait, savoir si tu as eu un premier job salarié ou pas, quel a été le déclencheur, comment tu décides à un moment de te mettre à ton compte, est-ce que c'est la liberté, est-ce que c'est quoi que ce soit, comment tu te mets à ton compte. Et là, ça va être passionnant, tout ce qui va se passer de la fondation, les statuts, tout ça, machin. Les premières années, les premiers collaborateurs, tout ça. La suite, parce qu'il y a eu une suite avec une extension des projets. Et puis, bien évidemment, on ira aussi regarder un peu le futur de ta boîte et de tes envies. Je ne sais pas si c'est possible de se projeter à potentiellement 3 ans. Alors, pour les gens qui nous écoutent, on va le dire, on est en live dans la boutique 28 Place des Carmes. Donc, il y aura des bruits de café, des bruits de portes qui s'ouvrent, des bruits de gens qui discutent. Mais c'est comme ça, c'est vivant et c'est ce qu'on veut. Camille, écoute, c'est à toi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Camille Blot, j'ai 30 ans, je suis rouennaise. Ouais. J'ai grandi pas très loin de Rouen, à Montmain. C'est un petit village à 10 km de Rouen. Donc mes parents n'ont jamais déménagé, ce qui fait que j'ai vraiment grandi là-bas, à la campagne. J'ai fait ma scolarité dans le coin, collège à Beauce, ensuite un lycée à Franqueville-Saint-Pierre. J'étais bonne élève. Ouais. Voilà, clairement, jamais eu de problème. J'étais... Bon résultat, bon carnet, oui. Jamais de sujet. Non, franchement, là-dessus, j'ai jamais posé de problème à mes parents. J'ai fait une terminale S, voilà, SPEMAT à Franqueville, puisque c'était un lycée vraiment, on va dire, scientifique. Et, on avait tendance à dire que c'était la voie d'excellence, il fallait faire ça. Comme j'avais des facilités à l'école, ça n'a pas posé de problème, mais... Moi, je suis un peu allée là où on m'a dit d'aller, on va dire. J'étais jeune, je travaillais bien. Donc, et quand s'est posée la question de ce qu'il fallait faire après la terminale, ça a été plus compliqué. Puisque moi, j'avais des profs qui nous rabâchaient que ce qu'il fallait faire, c'était maths P, ou éventuellement la fac de médecine. D'accord. Mais vraiment, c'est terrible parce que je me souviens de les entendre et de dire ça, et parler uniquement de ça et de rien d'autre. Ce qui fait que moi, quand j'ai terminé, je ne voulais pas spécialement devenir médecin. J'avais pas d'envie particulière. Simplement, il y avait plein de choses qui m'intéressaient. Et j'avais pas envie de me fermer trop de portes non plus. Donc mes parents commencent un peu à désespérer en se disant mais qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Ils n'ont pas voulu... ils n'ont pas voulu. Très rapidement, on a écarté l'idée de la fac puisque je ne souhaitais pas ni devenir avocat, ni devenir... Je n'avais pas d'envie particulière, donc ils se sont dit elle va partir en fac et puis elle ne va pas bosser ou elle ne va pas savoir ce qu'elle veut faire. Donc ils ont trouvé bon de m'inscrire en classe prépa, classe prépa pour Sciences Po. Quand ils m'ont dit voilà, est-ce que ça te dit une classe... Ils m'ont laissé le choix de faire une classe prépa pendant 1 an pour préparer les concours Sciences Po. Alors oui, je me suis dit tiens, pourquoi pas, ça va, on va aiguiser ma culture générale. À fond, Ah non, c'est bon, c'est toi qui es débranché, non, il y a un truc qui est débranché. J'ai plus de son. Tu n'as plus de son, oui, c'est le chien qui a viré le truc. Attends, alors on a un petit problème technique, c'est rien. Hop, c'est toi qui n'as plus de casque ici, bouge pas. C'est mieux là ? Ça y est, je t'entends. Désolée. T'inquiète pas, c'est bon. C'est copie. C'est pas grave, ça fait partie du truc. Donc ta prépa, tu l'as fait où ? Parce qu'il y en avait une près de la gare à Rouen, c'est ça toujours ? C'est ça, exactement. C'était ça. Et en fait, à ce moment-là de ma vie, ça a été un peu difficile parce que j'ai pas mal d'amis qui, eux, partaient de chez leurs parents pour les études secondaires, qui faisaient des trucs qui leur plaisaient. Et moi, j'ai dû... je suis restée chez mes parents, voilà, à Montmain.
Donc là, tu fais les allers-retours de Montmain tous les jours Ouais. Ok. Ouais. Mes parents me déposent en fait. Ok. Voilà. J'arrête l'équitation. Ah oui, j'ai fait beaucoup d'équitation plus jeune. Raconte, parce que moi, ma femme, ma fille, mon fils sont mordus de chevaux, donc vas-y. Ah bah j'ai envie de dire c'est ma vie d'avant, parce que je peux plus monter aujourd'hui. Okay. J'ai dû arrêter, mais j'en ai fait à haut niveau. Et c'est vraiment une histoire de famille. Et moi, c'est l'équitation. À un moment donné, au lycée, je montais 4 chevaux en même temps. Voilà, c'était vraiment tous les week-ends en concours, du jumping, l'obstacle. Saut d'obstacle. Saut d'obstacle. Ok, donc si j'ai bien compris, c'est Pénélope Le Prévost, c'est un peu ça, non ? Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Je sais pas son niveau, mais en tout cas, j'ai fait, on va dire au niveau, en tout cas à poney, avec les internationaux, etc. Et puis pareil, après en jeune cavalier, à cheval, j'ai suivi le plus possible que je pouvais. Mais à un moment donné, il a fallu que j'arrête. Ça a été pas compatible avec le reste, c'est ça ? On va dire que c'était surtout au moment où, donc on est un peu plus tard dans mon cursus, mais au moment où j'ai dû créer ma boîte. D'accord. Là, c'est plus devenu possible du tout. Mais j'ai continué le temps de mes études. D'ailleurs, ensuite, en grandissant, quand je faisais mes études à Paris, je rentrais le week-end monter à cheval. J'ai même continué après en école à Angers, où mon cheval est allé en écurie à côté d'Angers. Il m'a suivi, mais... je suis allée, on va dire, le plus loin possible, mais aujourd'hui, je ne monte plus du tout. J'espère que je pense que ça reviendra, mais il faut du temps et de l'argent, donc voilà. Voilà. Donc tu fais Sciences Po. Donc je fais pas Sciences Po, je fais la prépa. Je fais la prépa. Donc j'arrête de monter à cheval. On vend à l'époque mes poneys, du coup. Malheureuse. C'est très dur. Ouais. C'est très dur parce que c'est une partie hyper importante de ma vie et mon équilibre est rompu, on va dire. J'ai des professeurs qui sont certains très passionnants, d'autres moins. J'ai très mauvaises notes. On a tous des très mauvaises notes. Ah ouais ? Oui, j'ai les premières, des premiers 0,5 sur 20, 2 sur 20. Et en fait, on comprend après que c'est pour tester un peu notre résistance face, on va dire, à l'échec. Ils écument un peu pour voir qui sera le plus fort psychologiquement, quoi. Faut tenir. Bon, c'est des drôles de pratiques, mais cette année, clairement, elle n'a pas été extraordinaire pour moi et j'ai passé un seul concours, Sciences Po Lille, où j'y suis allée en disant, allez, je vais quand même passer un concours, et je suis revenue en disant à mes parents, je peux pas faire Sciences Po, quoi, c'est pas mon truc. On dit, ok, qu'est-ce que tu veux faire ? Next. Mais je savais toujours pas trop, en fait. Moi, j'avais envie de voyager, j'avais envie... Je sais pas, j'avais plein de choses qui me plaisaient, j'adorais dessiner, je leur disais pourquoi pas des études en beaux-arts, je pourrais être illustratrice, mais en même temps, j'aime bien ci, j'aime bien ça, j'aimais plein de choses. Bon, ils se sont dit, c'est quand même dommage, il faut qu'elle continue après toutes ses études, elle ne sait pas encore ce qu'elle veut faire. Tiens, une école de commerce. Donc voilà, je me retrouve en école de commerce pendant 5 ans, à l'ESCA, où j'ai commencé un cursus à Paris pendant 2 ans, et ensuite je suis partie à Angers, dont je parlais tout à l'heure. J'ai passé mes études très ça s'est bien passé, c'était intéressant. Bonne note, tout ça. Oui, bon, j'étais moins l'excellente élève que j'étais au lycée, mais je suis restée quand même une très bonne élève, assidue. Tu bosses pas trop, quoi. Tu bosses un peu, on sent que c'est facile, tout ça. C'est une école de commerce, honnêtement. Je connais rien. C'est risque, je vais dire, mais on nous apprend à travailler dans l'urgence D'accord. Et voilà, quand il y a les examens et on met un gros coup de collier et on s'en sort, mais tu me diras, après l'exigence de la prépa Sciences Po, en fait, l'école de commerce, c'est finger in the nose, non ? C'est ça que tu veux dire, en fait Là, pour le coup, même les concours, les concours à l'entrée m'ont semblé, en tout cas, tout ce qui était culture générale, j'étais excellente. Je suis arrivée très très haut dans le classement de l'école, alors qu'on était, je crois, 5000 à postuler pour l'école. Je suis arrivée 66e. Même moi, j'étais surprise de mon résultat. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? D'accord, ok. Voilà, donc là-dessus, j'étais assez imbattable. Mais oui, c'est sûr qu'il y avait une rigueur dans le travail pendant mon année de prépa Sciences Po qui fait que derrière, les choses m'ont semblé assez... pas très compliquées, on va dire, en suivant un peu. Et puis c'était intéressant, on avait des intervenants intéressants. Ce que je retiendrai davantage, c'est les voyages. Voilà, j'ai vécu 6 mois, alors ça a été assez court finalement, mais 6 mois en Chine, à Shanghai. J'ai adoré. Voilà. C'était très 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 enrichissant.
Donc là-bas, tu pars dans le cadre de l'école de commerce, non? Tu fais un stage, un truc comme ça? Là, c'était dans le cadre de l'école. Okay. Un échange à l'école, donc j'allais en cours. La vérité, c'est que j'avais pas énormément de cours, comme je crois tous les étudiants qui sont en échange à l'étranger. Mais j'ai appris plein de choses. J'ai rencontré des belles personnes. J'en ai appris plus sur moi aussi. Bah oui, forcément. Voilà, et ça permet de découvrir un peu le monde, j'ai envie de dire, d'aller loin de chez soi, loin de ce qu'on connaît, loin de ses habitudes. Ouais. C'est très très formateur. Donc c'est en ça que je crois que j'ai vraiment aimé faire cette école de commerce et les voyages que j'ai pu faire, les expériences que j'ai pu en tirer. Donc tu finis ton voyage, tu as une année encore après, j'imagine, pour boucler ton année à... Oui, absolument. En fait, cette année-là, c'est mon Master 1. Ouais. Donc moi je me suis orientée en communication parce que je me rends compte que j'aime bien ça. Ça me plaît, j'aime bien tout ce qui est aussi graphisme, etc. Donc le côté un peu visuel me plaît bien, le marketing. Et donc quand il faut faire le choix justement de son master, je suis à Shanghai quand je dois valider mon master 2, mon choix de master 2, et j'avais choisi communication pour faire le master 2 en fait, tout simplement. Eh bien, j'ai changé le choix de mon master au dernier moment, quelques heures avant la clôture. J'ai tout changé pour faire entrepreneuriat. Voilà. D'accord. J'en ai parlé à personne, coup de tête. Je me souviens, j'étais sur mon lit à Shanghai dans ma chambre avec mon ordinateur et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne changerais pas? En fait, je me rends compte que entrepreneuriat, ça me conviendrait mieux. Et en fait, pourquoi? Tout simplement, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là de ma vie, je m'intéressais énormément aux gens qui avaient monté des entreprises ou qui étaient créateurs ou qui avaient repris des entreprises. Et peu importe le domaine, j'ai envie de dire, j'étais très très curieuse de tu avais une soif de comprendre comment ça marche, comment ils ont fait leur exécution, tout ça. Exactement. D'où vient l'idée. En fait, ce qui me semblait le plus fou, c'est de dire, mais à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais changer ma vie et je vais changer et je vais faire ça et je vais me lancer. Et je trouvais ça tellement incroyable. Je sais pas, j'avais cette soif de comprendre et vraiment cet intérêt. Et là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose. Et il faut que je creuse dans cette voie-là. Après tout, communication, c'est bien, mais entrepreneuriat, ça me correspond encore mieux. Donc ça, tu as cette idée-là sur ton lit à Shanghai avec ton ordinateur à je sais pas combien de milliers de kilomètres de mon main, quoi. Oui, très 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 loin de mon main. Et à ce moment-là, j'ai vraiment aucune idée de là où je suis, de là où je pourrais être quelques années plus tard. D'ailleurs, je me dis pas, tiens, moi-même, je vais monter mon entreprise et j'ai des idées. Pas du tout. Simplement, je me dis, après tout, je pourrais, après mes études, bosser pour une boîte en tant que chef de projet ou monter des projets, ou je sais pas, mais en tout cas, j'ai vraiment cet intérêt sincère pour les gens qui montent des boîtes. Donc du coup, tu te spécialises sur la fin de ton cursus là-dedans, c'est ça? Exactement. Entrepreneuriat, donc en fait, on avait le choix en faisant ce master, soit d'arriver avec un projet de création d'entreprise, et donc de travailler dessus le temps du master, soit de ne pas en avoir, ce qui était mon cas. D'ailleurs, j'ai même pas essayé de me dire, tiens, je vais prendre entre guillemets un projet factice pour travailler dessus, voir un peu. Non, je n'avais pas encore conscience que j'allais monter ma boîte à ce moment-là. Voilà. Donc, ce cursus entrepreneuriat qui ne m'empêche pas de faire mon stage de fin d'études dans la communication et dans l'événementiel. Chez Estée Lauder pour la marque MAC Cosmetics. D'accord. Voilà, donc je me retrouve à faire mon stage à Paris, au siège. C'est top, ça me plaît bien, mais je me dis que c'est peut-être pas pour moi en fait, tout simplement. D'accord. Alors, il y a eu deux choses. Il y a effectivement ce stage qui me plaît énormément parce qu'il y a une bonne ambiance, on va pas se cacher que travailler dans un groupe si luxueux, c'est quand même, il y a des avantages, mais en vérité, j'ai pas de... comment dire, quand je me lève le matin pour aller bosser, je me dis pas, tiens, j'ai donné une raison à ma vie, ce boulot me prend aux tripes, c'est formidable. Non, ça me plaît bien, mais c'est pas non plus l'extase. Pas la passion, quoi. J'ai pas de passion, exactement. Ok. Et la deuxième chose, c'est un voyage. Un voyage en Irlande, à Dublin, que je fais pour un jour de l'an, où je mange mon premier cupcake.
D'accord. Alors, faudra voir l'image, tu nous dis ça avec une tête coupable. C'est hyper drôle. Ok. Je suis très gourmande. Ouais. Non, alors ce voyage, on se promène dans les rues de Dublin. À l'époque, en fait, j'accompagnais mes parents qui partent souvent avec des amis voilà, en voyage. Et là, ils avaient décidé de faire leur jour de l'an là-bas. Et il se trouve qu'ils ont des enfants. Les amis de mes parents ont des enfants qui sont très très bons amis à moi. Donc on s'est dit, tiens, on va accompagner nos parents. Et on a passé ce jour de l'an tous ensemble. Et donc on se promène dans les rues de Dublin. Et à un moment donné, on rentre dans un mall assez luxueux d'ailleurs. Mais c'était en fin de journée. Et on allait s'installer dans un café pour boire un chocolat chaud. Et en fait, il y a un monsieur qui vend des cupcakes sur une étale. Il a un petit, je sais pas comment dire, une sorte de petit stand. Donc c'est éphémère. Et il y a tous ces gâteaux qui sont là, on passe devant. Et je dis, mais attendez, c'est trop beau. On est à Dublin, je suis obligée, faut que j'en prenne un. C'est bon, je me dis pas que ça va être bon. D'ailleurs, j'ai jamais été attirée par les cupcakes parce que comme plein de gens, je pense que ça va pas être bon, que c'est trop sucré, que c'est chimique. Oui, c'est trop coloré. C'est trop coloré, c'est trop beau pour être bon. C'est un peu suspect, mais pour, on va dire, l'exotisme du voyage, je dis j'en prends un. J'aime bien faire ce genre de choses. Moi, les expériences culinaires, je trouve ça rigolo, donc je me dis tiens, je vais en prendre un pour marquer le coup. Donc je lui en achète un. C'était framboise chocolat blanc et puis on va s'installer un peu plus loin pour prendre les chocolats chauds. On commande, je commence à goûter mon gâteau, là je dis mais en fait il est hyper bon et donc tout le monde veut le goûter et je me retrouve avec quasiment plus rien, donc je dis bon bah très bien, je vais en racheter pour tout le monde. Et en fait quand je suis revenue, le monsieur était parti, il était déjà en train de remballer son étal. Donc la fin de ce voyage, donc une copine qui était là m'a offert des caissettes, les caissettes à cupcakes. Vous savez, c'est les petits moules en papier pour faire les cupcakes. Et puis les petits décors en sucre. Et elle m'a dit tiens, Camille, je t'offre ça en souvenir de notre voyage. Toi qui as tant aimé, tu nous en referas. D'accord. C'est là que tout a commencé en fait. D'accord, donc si c'est à Dublin, complètement par hasard, dans un mall, au moment du chocolat chaud, tu te dis tiens, ça a l'air sympa ce qu'il vend le mec, c'est fluo, c'est incroyable, c'est improbable, mais je vais goûter. C'est ça. Tout le monde te taxe ton cupcake que t'en as même plus à manger pour toi. Exactement. Et du coup, t'es frustré, le mec est parti en plus, pas de bol, je peux pas lui en racheter. Je pouvais même pas lui en reprendre. Et là, une copine à toi te dit bah attends, après tout, je t'achète les petits moules qui vont bien et quand tu rentres en France, tu nous fais le truc. Ok, alors vas-y, continue parce que c'est Donc on rentre en France et ni deux, pardon, j'ai commencé à pâtisser. Alors c'était dans la cuisine de mes parents puisque moi le studio que j'avais à Paris me permettait pas de cuisiner. J'avais un micro appartement et ça a commensé comme ça, le week-end dans la cuisine des parents à mon main, à faire mes petits gâteaux. Donc je n'achetais plus à ce moment-là, je faisais plus de shopping. J'achetais que des ustensiles de pâtisserie, des livres de cuisine, des livres de pâtisserie. T'es un peu obsessionnel comme nana quand même, non? C'est-à-dire que quand t'as un truc qui te plaît, autant t'as du mal à accrocher sur Sciences Po ou la com chez Estée Lauder. Par contre, dès que t'as trouvé ta voie, t'es obsédé. Ouais, un petit peu. Ouais. Vas-y, raconte. Je crois que c'est aussi l'envie d'y arriver. Parce que quand ma copine m'a dit tiens, tu nous en referas, toi qui as aimé ça, tu nous en referas. Je crois que j'avais envie de réussir en fait à faire un petit gâteau qui soit aussi joli que bon. Et mes premiers essais n'étaient pas du tout concluants, puisque moi j'étais nulle en pâtisserie. Enfin, j'étais nulle en pâtisserie comme tout le monde. En fait, je savais faire un moelleux au chocolat ou des crêpes. Mais j'avais jamais eu entre guillemets de passion pour la pâtisserie avant cela. Je savais pas faire une meringue italienne, je savais pas faire... Enfin là, j'ai vraiment découvert en fait. D'accord, ouais. Donc je crois que c'était un peu un défi pour moi de me dire, tiens, mon premier essai, il est pas terrible, mais... Oui, parce que moi je connaissais pas bien avant de venir chez toi, mais c'est hyper exigeant en fait, c'est hyper précis, c'est Polly Pocket le truc quoi, faut être... c'est la pâtisserie. C'est ça, hein. Ouais. Okay. Alors en plus, bon, ici on a vraiment décidé pour Cam's Cakes de réaliser des recettes qui soient jolies visuellement, mais avec des recettes qui sont quand même assez traditionnelles. Voilà, c'est pas comme on a tendance à penser, la grosse crème au beurre sucrée et colorée avec des produits chimiques. Non, c'est pas du tout ça chez nous, mais effectivement c'est beaucoup de travail et c'est vraiment de la pâtisserie. En tout cas, quand moi je commence, j'adore faire des gâteaux, même si je suis nulle au début, mais ça me détend. Je me rends compte que le temps que je passe dans la cuisine à faire ça, je pense pas au quotidien, je pense pas aux problèmes que je peux avoir
au moment même. Voilà, ça me détend. Je passe un bon moment. Et ouais, c'est vrai que, alors oui, effectivement, je deviens complètement obsédée par ces gâteaux parce que j'ai acheté un nombre de trucs que d'ailleurs j'ai toujours, hein, des mugs avec des cupcakes dessus, le carnet cupcake, le truc. D'accord. C'est devenu. Et d'ailleurs, quand des gens voient des trucs avec des cupcakes, ils pensent à moi. Tiens, j'ai vu ça pour toi, ou ils m'achètent des choses. Oui, ok. Ouais, je suis très identifiée. Cupcakes, ok. Cupcakes, exactement. Okay. Donc là, là, t'as quel âge du coup? Parce que t'as fini tes études. Alors, je suis en train de terminer. Je fais mon stage. Je suis encore en train de faire mon stage. T'es toujours chez Estée Lauder? Je suis chez Estée Lauder. Du lundi au vendredi. Ouais, c'est ça. À te lever sans passion pour aller voir le siège. Voilà. J'adore l'équipe avec laquelle je travaille. Ouais. Ce que j'aime en fait d'ailleurs dans ce stage, c'est que je travaille pour une marque qui est hyper créative. MAC Cosmetics, c'est genre vraiment avec des artistes, des maquilleurs artistes. Donc, j'organise des événements un peu loufoques, un peu artistiques. Ça, c'est super. Ok. Mais il y a un côté au siège où c'est assez hypocrite, avec des gens qui, par devant, tout le monde se tutoie, c'est très, très à la cool, très américain, mais en vérité, c'est assez faux, et c'est le monde du luxe, et la cosmétique, ça me correspond pas, en fait. C'est pas... C'est assez puant, en fait, ouais, je pense. Humainement, c'est pas mon délire. Humainement, c'est pas mon délire. Mais voilà, je continue mon stage malgré tout. Et à la fin de mon stage de fin d'études, tout le monde s'agite. Tout le monde s'agite pour trouver, tous mes, on va dire, collègues de promo s'agitent pour trouver leur premier boulot. Ouais. Et moi, je m'agite pas trop. Ok. Je m'agite pas trop parce que, entre-temps, j'ai quand même les cupcakes qui sont toujours là, l'idée qui commence à faire un bon bout de chemin dans ma tête, ça s'ancre de plus en plus. Voilà, c'est pas du tout une évidence pour moi qu'il faut que je continue à travailler pour un groupe comme Estée Lauder ou dans la communication ou dans l'événementiel. C'est-à-dire qu'à l'heure où tout le monde se dit c'est la fin du stage, vite mon CDI, que je me place, toi en fait tu t'en fous un peu parce que tu as une vraie passion que tu as découvert il y a pas très longtemps et c'est un peu ça en fait le résumé. Alors c'est un peu ça. Alors justement, ce qui s'est passé, c'est quand même le temps de ce stage, j'ai vraiment énormément pâtissé. Énormément. Et j'ai commencé à prendre des photos. J'ai commencé à prendre des photos, à essayer de faire des trucs un peu jolis avec des mises en scène. Quand je les revois aujourd'hui, je me dis, oh mon Dieu, c'était tellement enfantin, mais c'est pas grave, c'était mignon, c'était le début. Et j'ai commencé à poster ça sur les réseaux sociaux. Oui. Et là, j'ai senti l'intérêt en fait de mes gâteaux. Les gens qui commençaient à me dire, à m'encourager, c'est vachement bien. Et puis j'ai eu les premiers, tiens, on peut te passer commande, on a un anniversaire. Alors je me suis dit, mais non. Bah, pas du tout, en fait je suis pas pâtissière, je suis pas prête. Bah non, mais surtout avant d'être prête, je fais ça pour moi. À ce moment-là, je me disais pas, tiens, un jour je vais vendre mes gâteaux. Oui, d'accord. C'était vraiment encore un truc très perso. Tu t'amuses, tu publies. Je m'amuse, mais je suis quand même contente de montrer mes créations pour voir un peu comment les gens réagissent, je pense. Là, c'est quelle année ça pour essayer de mettre ça un peu dans... Parce que moi je suis un vieux, j'ai 40 ans, j'essaie de comprendre les réseaux sociaux, tout ça, comment t'es venu dessus. Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est 2011. 2011, ouais, ok. Donc, ça. Réseaux sociaux à l'époque, c'était quoi? C'est Facebook? C'était clairement Facebook. Ouais, de toute façon, il n'y a que ça. Non ouais. Ok. J'avais pas Instagram, tout ça. Ouais. Je savais pas que ça existait à l'époque. Ouais, c'était Facebook. Ok. Ouais. Et donc, pendant. je mets mes photos. Et d'ailleurs, il y a, à la fin de mon stage, quelqu'un qui me dit, de ma promo, un autre étudiant, qui me dit, tiens Camille, je travaille chez The Family. Donc The Family qui est à Paris, qui est un accélérateur de start-up. Ouais. À l'époque, il se lançait. Ouais. Et m'a dit, voilà, on va faire notre soirée d'inauguration. J'ai vu tes gâteaux, c'est super cool. Est-ce que tu crois que tu pourrais nous en faire? Enfin, j'aimerais bien que tu viennes les présenter, que tu viennes nous montrer un peu ce que tu sais faire. Ça serait sympa si c'était toi qui faisais les gâteaux. Ok. Je me suis dit, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et alors là, je me suis dit, tiens, nouveau défi. Ouais. Après tout, c'est intéressant. Relevons le défi. Donc j'ai fait des cupcakes. J'ai acheté une petite boîte spéciale pour le transport parce que j'étais à mon main. Alors, attends, t'en fais combien là du coup? Parce que c'est. Oh là j'en fais. J'ai dû en faire une vingtaine, quelque chose comme ça. C'est combien d'heures de préparation 20 cupcakes? C'est beaucoup, surtout que moi j'ai pas le matériel adéquat. Bah oui. Je suis pas une professionnelle, donc je suis hyper lente dans tout en fait, dans mes mouvements, dans ma préparation, dans tout. Mais de toute façon, peu importe, j'ai envie que ce soit les plus beaux possible, donc je prends tout le temps qu'il faut. D'accord, voilà. Ok. Ouais. Et je prends le train pour aller à Paris avec mes gâteaux et je vais me présenter à eux et je leur fais goûter. D'accord. Voilà.
Et là, donc alors là, tu rencontres l'équipe de The Family, donc l'incubateur à start-up qui s'est monté il n'y a pas longtemps. Exactement. Donc à l'époque, c'était donc Nicolas Saillant qui était donc à l'école avec moi. Ok. Et il m'a présenté Alice Aguri. Ouais. Donc qui m'a dit voilà Camille, Nicolas m'a montré tes gâteaux. Alors fais-moi voir un petit peu ce que tu fais et je lui ai fait goûter mes cupcakes. Ok. Donc elle a goûté, elle m'a dit, je me souviens, elle avait encore du gâteau dans la bouche et elle me dit c'est bon, c'est toi. Alors, pour se remettre dans le contexte, parce que Alice Zaguri à l'époque, quand elle est sur The Family, elle a déjà fait le camping avant et trucs comme ça, donc elle a brassé de l'entrepreneur quand même, cette nana-là déjà. Quand elle te voit arriver là, petit bout de bonne femme qui vient avec son train et ses 20 gâteaux, elle doit te brancher direct. Elle doit te dire, mais cette fille elle est entrepreneuse, non ? Alors pas sur le moment, mais je pense qu'effectivement c'est peut-être ce qui lui a fait, qui lui a donné aussi envie de me passer commande. Oui. Et très clairement, moi j'avais vu qu'il était possible de personnaliser, d'imprimer, de faire des techniques d'impression alimentaire, et je lui ai dit, c'était 15 jours plus tard l'événement, pour moi c'était très court. Il lui fallait 150 cupcakes. Pour moi, c'était énorme. 150 cupcakes, j'avais pas de labo professionnel, j'étais pas pâtissière. Comment gérer ? Pour moi, aujourd'hui, c'est tellement simple, entre guillemets, mais c'était tellement énorme. Et je lui ai dit, peut-être, parce que je pense que j'avais pas assez de travail comme ça, je me suis dit, peut-être que je pourrais réussir à faire le logo en impression alimentaire dessus, les logotés. Elle m'a dit, ah oui, je veux ça. Et là, je me suis dit, donc, quoi, je me lance. Et donc, j'avais plein de tests. En 15 jours, j'ai réussi à trouver le truc. Et je lui ai apporté les 150 cupcakes logotés pour la soirée de lancement. Toujours en train ? De The Family. Non, en voiture. Ok. Tout ça dans le coffre de ma voiture. Je suis allée livrer. Et puis là, elle m'a dit, mais Camille, c'est top. Il faut... c'est quoi ta page Facebook ? Il faut qu'on partage ça, etc. Je lui ai dit, mais j'ai pas vraiment de page Facebook là. Mes gâteaux, je les mettais sur mon perso. Et non, mais il faut une page Facebook. Je lui ai dit, mais j'ai même pas de nom en fait. Je sais pas. Elle me dit, mais c'est pas grave, tu changeras ça au pire. Voilà, ça a commencé comme ça. Donc en fait, j'ai cette première commande où je me dis, là, je sais toujours pas forcément que je veux me lancer, mais je me dis, truc de fou. Ouais, carrément. On m'a passé une commande chez The Family à Paris. Moi, je suis à Rouen. C'est quand même incroyable qu'ils viennent me chercher alors que potentiellement ils pourraient trouver d'autres choses. Et puis toi, t'as rien demandé, t'as démarché personne, tu fais juste ça tes vient posts. À moi. Ça vient à moi, exactement. Exactement. Carrément. Donc il y a ce truc-là, un peu énorme, qui intervient sur la fin de mes études. Et moi, je culpabilise quand même un petit peu de ne pas chercher un premier boulot. Parce que mes parents m'ont quand même beaucoup aidé pour mes études, pour les financements, etc. Et je me dis, je leur dois quand même bien ça. T'es redevable, c'est ça Oui, même si eux me mettent aucune pression, mais je me dis, je vois tout le monde s'affoler et chercher du travail, demander les rendez-vous avec les RH, notamment chez Estée Lauder, etc. Et moi, pas du tout. Et là, je me dis, bon, écoute, après tout, pourquoi pas chercher un premier travail chez un traiteur parisien ou un grand pâtissier pour travailler en communication dans l'événementiel. J'ai envoyé genre 5 ou 6 CV. C'est quand même pas beaucoup. Non. Mais on pouvait pas me dire que je l'avais pas fait, histoire de me déculpabiliser. Et la vérité, c'est que j'ai eu uniquement un retour, et c'était pour un stage. C'était à l'époque chez Pierre Hermé qui me proposait de faire un stage. Et là, je me suis dit non, c'est mort en fait. C'est mort, je veux me lancer dans le monde du travail. Des stages, j'en ai déjà fait plein. Je pense que ça y est, je suis prête pour me lancer et pour travailler. Alors, plein, t'as fait Estée Lauder. Alors, plein. J'en ai quand même fait plusieurs, ouais. D'accord, ok. J'ai travaillé en agence de com. Voilà, donc j'ai quand même... je pense qu'au bout après le bac, une année de prépa, plus 5 ans d'école avec des stages, à un moment donné, on a envie de se lancer aussi, on a envie de travailler. Et j'étais pas satisfaite par cette réponse en fait. Je comprends, non mais ça je peux comprendre complètement. T'as plus envie de faire du bénévolat quoi, tu dis ça va. Ouais, sûrement. Et puis en vérité, je pense que ça confortait aussi l'idée qui se faisait dans un coin de ma tête à ce moment-là où. Oui, t'avais déjà, en fait, tu t'en prenais pas conscience, mais t'avais déjà envie d'être. Voilà. Okay. Et à ce moment-là, je me souviens un soir avoir dit à mes parents, mais c'était peu de temps après que The Family m'ait passé commande, mais j'ai dit mais. Ils étaient allés se coucher, je me souviens, je vivais chez eux. Ils étaient allés se coucher, j'avais frappé à la porte de leur chambre en leur disant et si j'ouvrais ma boutique de cupcakes Et ma mère qui me regarde qui me dit oui, on en parle demain. Genre, okay. Qu'est-ce qui lui se passe dans la tête et je me suis endormie comme ça avec cette idée. Et le lendemain matin, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller leur en parler. En fait, ça m'avait pas quittée. D'accord.
Voilà, donc là déjà ça avait commencé à faire un bon bout de chemin et l'idée de créer ma boutique de gâteaux, de cupcakes. Donc tu postules Pierre Hermé, le seul à te dire ok un stage. Et alors après c'est quoi? Donc t'auras jamais eu de job salarié en fait? Non, alors je suis à l'époque, à ce moment-là, je décroche un entretien, mais pour une boîte pour laquelle j'ai pas postulé, on me chasse. Ouais. Une start-up parisienne, D'accord, ouais. traiteur, Ok. qui à l'époque d'ailleurs s'est fait connaître en distribuant des petits déjeuners dans les salles de marché. D'accord. Et ils étaient en pleine structuration, et à l'époque ils m'ont rencontré en me disant voilà, on a vu ton profil, nous intéresse, est-ce qu'on peut se rencontrer? Donc je les ai rencontrés. Et j'ai passé les entretiens et ils me sont revenus vers moi en me disant bah, écoute, en fait, tu n'es pas prise pour le poste car tu es surdimensionnée, on pense qu'on ne pourra pas te garder. Et là, je me suis dit, c'est quoi? Alors là, j'en ai eu des excuses bidons dans ma vie, mais celle-ci, quand même, je me suis dit, ils ont fait fort, t'es surdimensionnée. J'y croyais pas trop. Et je m'étais dit, pourtant, ça aurait pu être cool comme premier boulot, bosser pour une boîte de traiteur, dans la com. Voilà, en vérité, c'était plus un poste commercial, là, pour commencer. Et puis, on m'ont dit, bon, si tout va bien, notre boîte, c'était peut-être dans 4 mois, quelque chose comme ça, on te recontacte, on aura un poste plus important à te donner, où tu devras chapeauter plusieurs personnes et voilà, gérer vraiment la communication de l'entreprise et pas être simplement commercial. Ok. J'y croyais pas trop. Hein. Non. Et donc, à ce moment-là, j'ai fini mon stage de fin d'études. L'idée de monter ma boîte de pâtisserie avait déjà, était en train de progresser, on va dire, je travaillais dessus. Et ils m'ont recontacté, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit Camille, est-ce que tu veux bien venir nous rencontrer? Donc je suis allée à Paris. Et ils m'ont dit, comme on t'avait dit, on te propose un boulot. Il se trouve que le prévisionnel pour nous est bon, donc on peut te proposer le poste. Voilà, si tu le souhaites, tu viens travailler avec nous. Donc de responsable en fait, c'est ça hein, voilà, donc c'était une toute petite entreprise, hein, mais c'était genre quelque chose comme 4 ou 5 personnes. Ok. Mais je passais responsable en communication marketing. On m'offrait un bon salaire, clairement. D'accord. Pour commencer, j'avais un bon salaire, j'étais à Paris, et j'avais une voiture de fonction. Ah ouais. Ouais. Non, c'était. Enfin, moi, je trouvais ça hyper cool. On peut citer le nom de la boîte ou tu t'en rappelles plus? Ça s'appelait Anaïs. Anaïs. Voilà. Ça existe toujours? C'est possible. À l'époque, j'avais regardé, il y a encore pas si longtemps, ça existait toujours, ouais. Anaïs, traiteur Paris, je fais ça en mots-clés dans Google et je devrais peut-être trouver un truc. Ouais, ok, voilà. je regarderai. Ouais, ça marche. Et alors là, quand ils me proposent ça, je me souviens, je suis face à 2 personnes, donc la fondatrice et je pense qu'elle était accompagnée d'un des investisseurs. Et je me dis, oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est terrible parce qu'à ce moment-là, j'habite, du coup, je suis revenue vivre chez mes parents, à Montmain. Ouais. J'ai commencé à travailler sur mon projet de monter ma boutique. Et là, on vient me mettre on me propose un boulot sur un plateau d'argent avec tout ce qui est cool. Et sachant que j'ai la plupart de mes amis qui sont à Paris, mes copines à Paris, tout ça. Un bon salaire, tu peux aller boire des coups, faire les boutiques. Je peux partir en week-end, je peux aller faire du shopping, je peux faire la fête à Paris. J'ai ma voiture, c'est cool quoi. Et en plus, a priori, un boulot qui va me plaire. Ouais. Là, ça a été un vrai dilemme. Ok. J'ai eu vraiment le sentiment de me retrouver à un croisement de ma vie où je peux partir à gauche ou à droite quoi. Et il faut faire un choix. Donc ça n'a pas été évident, pour les raisons que je viens d'évoquer. Et en fait, très très vite, je me suis dit, mais en fait, non, il faut que que j'aille au bout de mon projet, que j'essaye, que je tente vraiment de monter ma boîte. Okay. Et sinon, je vais le regretter, en fait, tout simplement. Je me suis dit, si je le fais pas, je m'imagine plus tard, en me disant peut-être dans 20 ans, en me dire, tiens, c'est vrai que j'avais eu ce truc-là, cette idée-là, ça m'avait passionné et je suis pas allée au bout. Et t'avais peur d'avoir un remords là-dessus Complètement. Ouais, voilà. Quand j'ai fait ce choix-là, je me suis dit, tiens, est-ce que tu regretteras ou pas? Ouais, je regretterai. Okay. Que ça marche ou que ça marche pas, je le regretterai. Il fallait le faire. Fallait que je le fasse. Donc tu refuses l'offre? Je refuse l'offre. Okay. C'est délicat parce que ils ont pas trop compris. Mais je refuse. Ouais. C'est pas évident de dire non, mais quand même, je me fais violence, je leur dis non. Et puis en fait, là c'est parti dans les démarches pour monter ma boîte. Donc je me renseigne des écoles pour faire une formation de pâtisserie. Ok.
Oui, parce que t'es hyper diplômé, mais en fait, t'as même pas un CAP pâtisserie en fait, du coup, dans J'ai l'histoire. rien du tout. Bah oui, c'est ça. Rien du tout. Mm. Alors, je commence à faire des gâteaux, ils sont entre guillemets de mieux en mieux et je deviens plus performante. J'apprends plein de choses. Je suis pour le moment autodidacte en pâtisserie, mais j'ai aucun diplôme et pas de connaissances vraiment plus approfondies que cela. Il se trouve qu'il y a une école à Rouen qui s'appelle l'INBP, l'Institut National de Boulangerie-Pâtisserie, qui propose des formations CAP pour adultes en reconversion. Ok. Et toi, t'es déjà en reconversion. À ce moment-là, en fait, je commence ma vie professionnelle, je suis en reconversion. C'est assez rigolo. Ouais. Voilà. Et donc, je postule pour cette formation. Ouais. Je postule. Et 6 mois plus tard, il y en a une qui peut m'accueillir pour justement 6 mois d'école. C'est une formation qui est quand même relativement chère, autour de 8 000 €. Donc moi, j'avais quand même déjà beaucoup demandé, enfin, je n'ai pas demandé, mais mes parents m'ont financé mes études. Ils avaient déjà dépensé beaucoup d'argent pour moi. Je n'avais pas du tout envie que ça continue. À un moment donné, c'était aussi mon choix là, de changer pas de changer de voie, parce que en vérité, je n'ai pas changé de voie. Je dis toujours que je me suis spécialisée. Je n'ai pas changé de voie. Non, mais j'avais envie de faire les choses un peu par moi-même aussi. Sachant que j'ai toujours travaillé, enfin non, pas toujours travaillé, mais j'ai souvent travaillé pendant mes études pour essayer de financer un peu mon argent de poche. On coûte cher à ses parents quand on fait une école de commerce, quand on vit à Paris, qu'il faut louer un studio, etc. Donc, je me suis inscrite à l'époque à Pôle emploi. J'ai trouvé petit boulot, j'ai vendu des chaussures d'ailleurs. Et conseillère Pôle emploi, je lui ai demandé si on pouvait éventuellement avoir un financement. J'avais entendu parler de ça par la région de la formation, et elle m'a dit ah mais non, vous l'aurez pas de toute façon, il y aura rien du tout, la région finance pas, etc. Je dis est-ce que je pourrais quand même avoir le formulaire, parce que j'aimerais faire une demande, après tout qui ne tente rien n'a rien, moi c'est un peu sûr, voilà, je me dis toujours ça dans la vie. Et elle me dit non mais de toute façon faut pas compter dessus, vous n'aurez pas le financement. Je suis têtue a priori, donc je lui ai dit c'est pas grave, vous ne m'aidez pas, mais j'aimerais le formulaire. Donc elle me l'a donné en me disant vous n'aurez rien du tout. Et donc dans mon formulaire, j'explique vraiment mon projet, pourquoi est-ce que je veux faire pourquoi je veux faire ce CAP pâtissier, pour créer ma boutique, pour m'installer à Rouen. Et j'explique que je souhaite après, dans l'idéal, embaucher du monde, etc. Et en fait, ils ont cru en mon projet et ils m'ont financé. Bien sûr. Incroyable. Non, mais pour moi, c'était incroyable parce que c'était une somme pour moi énorme, 8 000 € à l'époque. Je me suis fait financer ma formation en pâtisserie. Génial. Voilà. Donc ils te disent OK, ils te payent l'INBP. Voilà. Tu fais la formation pendant 6 mois. C'est un peu raide, non, quand même, en plus, comme c'est exigeant comme formation, ça, non Ouais, c'est exigeant, mais quand on est passionné, je crois que ça passe tout seul. Je me souviens, mes premiers jours, je me retrouve alors, c'est très dense. On commence très tôt le matin, à 6h. Et après, on enchaîne aussi avec des cours plus théoriques, par exemple l'après-midi. Mais c'est assez fatigant. Il faut tenir le coup. Il faut avoir une bonne hygiène de vie à ce moment-là. Et je me retrouve à... Bonne hygiène de vie, c'est-à-dire que tu fais pas trop la fête, tout ça je fais pas la fête de toute façon. Les tentations sont assez minimes, on va dire. Oui, c'est vrai que t'es à Rouen, t'es plus à Paris. Et puis surtout, je suis à Montmain. Je dors à ce moment-là chez mes parents. Carrément à la campagne. Je suis à la campagne. Et puis je rentre, je suis crevée le soir. Donc le lendemain, je peux commencer tôt. Donc j'ai même pas envie de sortir. Et puis la plupart de mes potes sont à Paris. Donc voilà. Et je me retrouve donc à 6h du matin, je me souviens, à taper sur du beurre entre 2 plaques de plastique, là, parce qu'il fallait étaler le beurre. Et avec mon rouleau à pâtisserie, on était tous en train de taper sur nos grosses plaquettes de beurre. Et j'ai eu un fou rire, mais j'ai commencé à rigoler en me disant mais qu'est-ce que je fais là, mais c'est trop drôle en fait. La situation quoi. La situation était vraiment cocasse et je me suis dit en fait je suis bien là où je suis. Et j'étais trop contente d'être là où j'étais. Voilà. Et donc j'ai fait cette formation et j'ai vraiment eu le sentiment pour la première fois de ma vie d'apprendre un métier. Parce qu'en fait en école de commerce on apprend plein de choses, mais on sort de là, on sait faire plein de choses, mais en même temps c'est généraliste à côté. C'est généraliste quoi. C'est pas veut pas dire tiens je suis ébéniste ou je suis plombier ou je suis non on est mais t'as pas un métier dans les mains comme on est école de commerce, je sais pas comment on appelle ça. On nous vend beaucoup qu'on est l'élite du futur, mais j'y crois pas trop. Je crois que chacun, c'est très personnel en fait. Après, les parcours sont différents. Mais voilà, du coup, j'ai vraiment le sentiment d'avoir appris un métier. Alors attention, c'est une formation qui est très courte. Donc, j'ai pas l'expérience, les années de quelqu'un qui aurait pu faire ça très rapidement après
par exemple, le collège, ou Ouais, qui auraient bien travaillé pendant longtemps, etc., en pâtisserie. Mais néanmoins, je suis hyper assidue. Je travaille en plus à côté de la formation, je pâtisse tout le temps, je cherche tout ce que je peux trouver, je lis des bouquins, je regarde des vidéos sur Internet. Je suis hyper passionnée. Ok, donc ça dure 6 mois, tu continues de te cultiver, donc quand on a vu que tu es assez obsédé, donc j'imagine que oui, tu trouves les informations là où tu as besoin, ça Voilà. on te fait confiance. Surtout que moi je m'orientais vers le cupcake et alors après c'est le cake design, c'est les gâteaux décorés qui s'est arrivé un petit peu plus tard, mais c'est des choses que l'on n'apprend pas en France. Oui, tu l'as pas l'INBP quoi, c'est-à-dire qu'en plus non. ils te disent pas quoi faire les mecs. Non, alors à ce moment-là, non. Alors maintenant, c'est beaucoup plus répandu, on va dire. Il y a des écoles même de formation de cake designer, etc. Mais à l'époque, c'est pas du tout au programme. On va pas t'apprendre à faire un cupcake, on va pas t'apprendre à faire un wedding cake. Et on est assez en retard là-dessus en France. C'est pas comme en Angleterre ou au Canada ou aux États-Unis où il y a des écoles. Moi, quand j'arrive d'ailleurs à l'INBP et que j'explique mon projet, j'ai pas honte, mais je me sens pas tout à fait légitime à dire voilà, je vais faire des petits gâteaux américains mais avec des recettes françaises. Et en fait je me dis ils vont m'envoyer bouler parce qu'il y a des gens, les pâtissiers classiques ont tendance à dire que c'est pas de la pâtisserie, et en fait mon professeur à ce moment-là me dit mais c'est génial, je trouve que c'est top, t'as tellement raison. Il y croit quoi. Lui il y croit, en revanche il me dit ouais, on peut faire un truc super, la forme des trucs très 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 beaux, c'est un super projet, t'as raison. Là je me dis ouf. Il y a un mec qui y croit. Il y a un professionnel de la pâtisserie qui me dit que c'est une bonne idée, et je me dis tiens, ça, en fait ça rassure un peu aussi. Bien sûr, ouais. Mais je sais plus où j'en étais. Tu valides en fait, tu nous racontais que le format cupcake à l'INBP c'était pas forcément évident, parce que c'est un peu, c'est pas que c'est un art mais quasiment quoi, la pâtisserie en France c'est quelque chose quoi, donc oui je comprends, et donc tu trouves une validation auprès de ce prof qui dit non mais carrément c'est une super idée, vas-y fonce. C'est ça. Tu fais ça, tu te documentes, mais alors comment t'arrives là en fait, comment t'arrives dans cette boutique, il y a un peu de chemin encore? Alors oui, il y a un peu de chemin, entre temps je continue je commence à prendre des commandes. Là, je me sens déjà davantage. Donc, tes commandes, c'est-à-dire que tu as mis une page Facebook en route? Exactement. Je mets une suite aux recommandations d'Alice Zaguri de The Family. Ouais. Je mets une page Facebook en route où j'explique mon projet. Je fais d'ailleurs voter les gens sur le nom du projet. D'accord. Cam's Cakes, donc Cam pour Camille, les gâteaux de Camille en anglais. C'est pas moi qui ai choisi ce nom, c'est les internautes. D'accord. Voilà, tout simplement. Tu proposes 3 noms et ils disent... Même pas, c'est même eux qui ont sorti le nom en fait. Il y a eu toute une liste. J'ai proposé aux gens de donner leurs idées. Ok. J'ai choisi ceux qui, on va dire les 5 qui me plaisaient le plus, et je les ai fait voter. Et D'accord. c'est eux qui ont choisi. Donc c'est vraiment les internautes qui ont choisi le nom. Donc on a la page Facebook Cam's Cake grâce aux internautes qui ont choisi ton nom. C'est ça, exactement. Un numéro de téléphone, un mail ou un truc comme ça. Et ça. avec des belles photos que tu fais, il y a des gens qui disent tiens je t'en prends 10, 20, 30. Voilà, exactement. Alors à ce moment-là, je me suis mise en auto-entrepreneur pour commencer. Et je fais des commandes, et avec ma petite voiture, je vais livrer les gens. Donc tu fabriques à mon main toujours chez tes parents. Exactement. Tu mets plus dans le train ou dans la voiture, et tu vas livrer directement les gens. En échange de quoi ils te règlent d'une façon... ils te règlent quoi. Voilà, exactement. Et t'es auto-entrepreneuse, donc tu peux accueillir la facture. Exactement. Ok. Bon, j'en ai pas non plus énormément, mais ça me permet de me rendre compte qu'il y a une demande. Il y a une demande, tu valides. Les gens sont contents, et ils veulent me repasser commande, et surtout le bouche à oreille en fait. Je commence à parler de mon projet et ça durera combien de temps cette partie-là? C'est assez rapide. C'est assez rapide puisque j'ai fait ma formation en pâtisserie, donc qui a duré 6 mois, et à peu près 4-5 mois plus tard, j'avais déjà trouvé le local pour accueillir Cam's Cakes. Donc le local, tu veux dire la boutique en centre-ville? La boutique, exactement. Ok. Voilà. Que je signais en septembre 2014. Donc j'ai eu les clés. Donc de cette boutique-là? De cette boutique-là dans laquelle on est. C'est super le local en plus, parce que pour les gens qui écoutent qui sont pas de Rouen, on est place des Carmes à Rouen, c'est une des plus jolies places pour un commerce, c'est hyper central, t'es partout quoi. Ah ouais, j'adore cette place. Alors j'adore cette place, mais en revanche à l'époque quand je me suis lancée, on m'a dit mais t'es sûre ici?
Ah Les ouais gens n'y croyaient pas du tout, ouais, parce que en fait, le restaurant donc, qui est juste à côté, à notre gauche, était une brasserie, mais qui était vraiment... Ouais, un peu dégueu. Ouais, c'était Ouais. cracra, ça vendait pas du rêve. Il y avait donc là le local actuellement dans lequel on est, qui était un bureau d'un promoteur immobilier, donc c'était voilà les façades, on voyait même pas l'intérieur, enfin voilà. Il y avait Ouais. de la pub sur la vitrine, et puis à droite c'était le magasin de Toto qui vendait des tissus, mais c'était vraiment le magasin en décrépitude aussi, donc ça faisait un peu pourri. Mm. Et donc les gens passaient jamais de ce côté-là de la place, et on m'a dit mais t'es loin quand même. Et je dis mais non, regardez, on voit Zara depuis ma vitrine, on est en plein centre-ville. Je me dis que si on voit Zara depuis mon magasin, on est en plein centre-ville. Ok. En plus super terrasse avec l'école à côté, j'aimais bien qu'il n'y ait pas de vis-à-vis, un peu des arbres, etc. On respirait en fait. Et puis la boutique, elle est petite, mais elle est haute de plafond, et je me suis sentie très très bien quand je suis rentrée dedans la première fois. Alors la boutique, tu prends les clés, c'est toi qui fais toute la déco ici, non, c'est ça Oui, alors effectivement, d'ailleurs c'est assez artisanal, mais je me fais épauler dans le projet d'une amie qui s'appelle Bénédicte, Ouais, qui à l'époque sortait d'école d'accord. d'architecture. Elle se lançait, et voilà, elle m'a proposé hyper gentiment de me donner un coup de main pour dessiner les plans, pour m'aider à agencer le magasin, et notamment aussi tout ce qui était partie laboratoire. On va faire un peu de pub. Elle est toujours architecte, Bénédicte, ou pas? Oui, elle est toujours architecte, mais Ok. pas là, actuellement pas dans la région. Mais, Bah, c'est pas grave, on va quand même mettre son nom. Bénédicte comment du coup? Bénédicte Charnassé. Et Charnassé. Voilà. Bah, merci Béné, alors du coup, c'est ça. Béné, exactement, ouais, c'est trop drôle parce que Bénédicte, on était copines au collège, c'était vraiment une super copine. Ouais. Et de travailler ensemble pour l'ouverture de ce magasin, de se retrouver Génial. quelques années plus tard, c'était assez rigolo, oui. Ok. Voilà. Donc elle t'aide. Comment tu commences? Parce que du coup, bon, ok, tu lances le truc. Alors, il y a un peu d'investissement en plus. Il faut Alors, payer le plat de porte. Voilà, là on a passé des étapes, puisque en fait, pour monter le projet, bien sûr, il fallait des investissements. Ouais. Alors moi, j'avais un petit peu de sous de côté en travaillant pendant mes études, où j'avais réussi à mettre un peu de sous de côté. D'autant plus que là, j'avais plus de loyer, puisque j'étais revenue vivre à mon main. Un petit peu de sous de mes gâteaux en tant qu'auto-entrepreneur, pardon. Et puis j'ai fait, alors pour avoir un peu de sous, j'ai fait des concours d'entrepreneurs. D'accord. J'ai gagné notamment 2 prix, un qui s'appelle Créactif, Ok. avec la métropole, Ouais. où j'ai reçu la somme de 5 000 €, et un autre qui s'appelait Mon entreprise en Normandie, où là j'ai eu la somme de 10 000 €. Wow. Mais ça, c'est arrivé vraiment à la fin, on va dire sur la fin des travaux, où ça se passait assez mal parce que l'entreprise qui faisait les travaux m'avait laissé tomber, était partie. Voilà, j'ai eu des soucis avec les travaux. J'arrivais pas à ouvrir. J'avais les charges qui tombaient, les loyers qui tombaient. J'arrivais plus à dormir. J'étais pas bien. Et je me souviens d'avoir eu ce prix-là où je me suis dit, mais déjà quand je l'ai reçu, j'y croyais pas. Pour moi, ça pouvait pas être moi. Donc quand je l'ai reçu, je crois que je suis restée. Je me suis retournée. On a dit mon nom, je me suis retournée. Je regardais tout le monde autour de moi et tout le monde me regardait. Je me suis dit, mais c'est moi. D'accord. Et je me montais sur scène, et d'ailleurs j'étais épuisée parce que je revenais d'aller livrer des gâteaux, et j'étais allée pour, entre guillemets, par politesse, parce que j'y croyais pas du tout pour moi, mais par politesse parce que j'y avais participé. Et cette nuit-là, quand j'ai reçu le prix, quand je suis allée me coucher, j'ai dormi comme un bébé, alors que franchement ça faisait un moment que j'arrivais plus à dormir. Je faisais des insomnies, je me retournais dans tous les sens, j'étais pas bien, et j'ai dormi, mais je pense 8 heures d'affilée, comme un bébé. Okay. Ça m'a soulagée en fait d'avoir ces sous pour tenir un peu plus longtemps, le temps de l'ouverture. Voilà. Et puis j'ai fait des démarches auprès des banques pour obtenir un prix, puisqu'il fallait acheter le droit au bail. Le droit au bail. Après, il y avait des travaux à faire, puisque c'était un bureau, donc il fallait tout aménager pour faire un petit salon de thé, et puis surtout un laboratoire. Toi, tu fais une cuisine derrière, ouais, c'est voilà, ça. Exactement. Donc on a le laboratoire qui est en sous-sol, acheter du matériel, etc. Simplement, j'ai fait un petit système D. Alors pour acheter, j'ai pas tout acheté neuf. Il y a des choses, c'est tout bête, hein, mais comme un plan de travail, s'il est en bon état, qu'il soit neuf ou d'occasion, c'est toujours la même chose. Bien sûr. Donc pour ça, par exemple, j'ai fait des ventes aux enchères. D'accord. Donc ça prend un peu de temps. Ouais. Il faut se déplacer, mais ça m'a permis d'acheter des choses moins chères. Ok. Voilà. Et quand je suis allée voir les banques pour avoir des financements, ça n'a pas été évident. Ouais. Ça n'a pas été évident parce que je pense qu'on m'a pas prise au sérieux, très clairement. Ok. J'étais jeune, j'étais une femme, je voulais faire des gâteaux. Ouais. Donc je pense qu'ils se sont dit, mais elle n'est pas sérieuse, voilà, elle a sa petite lubie, elle va nous claquer dans les pattes, je sais pas. En tout cas, j'étais pas. On m'a soit pas répondu,
Ok. Voilà, j'ai eu pas mal de banques qui m'ont juste pas donné suite à mon dossier. D'accord. C'est quand même fou parce qu'on passe du temps à le faire et on a juste. C'est jamais le bon moment. Oui, non, monsieur, mais il va répondre, mais il répondra jamais. D'accord. Soit on m'a dit, bah non. Et puis il y a une seule banque qui m'a fait confiance, c'est ma banque actuelle, mais pas à hauteur de 100%. Donc il a fallu que je puisse trouver d'autres fonds, mais en tout cas à l'époque, mon banquier, je me souviens, a fait des pieds et des mains pour que j'ai mon financement, parce que lui, je me souviens qu'il m'avait dit, moi je crois en votre projet, je crois que c'est l'humain en fait, simplement. C'est sûr. Je sais pas, il avait dû sentir ma motivation et ma détermination et il avait vraiment défendu mon projet à fond. Donc il avait réussi à décrocher et franchement je le remercie parce qu'à l'époque c'était pas évident. T'empruntais combien à l'époque? Tu demandais beaucoup d'argent? Non, c'était pas les grosses sommes, c'était 60 000 euros. Ouais, ok. Et donc ils disent pas oui sur 100%, ils disent oui sur un bout? Voilà, moi j'empruntais un peu moins, un peu plus, j'empruntais je pense c'était 70 000 euros et j'ai eu 60 000, voilà. Ok. Voilà. Ok. Donc, à la suite de ça, j'ai aussi fait une campagne de financement participatif qui m'a permis de lever 5 000 euros. Quelle plateforme tu choisis à cette époque-là? Alors, ça a changé de nom. Si je me souviens plus du nom, actuellement, C'est pas grave. je me souviens plus du nom. C'est pas grave. De toute façon, Ça fait quelques années. Non, mais comme ils ont changé de nom, je t'avoue que je me souviens plus. Mais c'était une plateforme qui faisait vraiment du financement pour les commerces de proximité. Ok. Peu importe. Bon. Ok, donc. Et donc cette campagne, en tout cas, elle me permet de lever 5 000 euros, mais surtout, de fédérer des gens autour d'un projet, en fait, de communiquer et d'intéresser des gens. Et ça a été vraiment hyper bénéfique parce que les gens, ils ont prêté peut-être 20 euros, 50 euros. Enfin, ils vont pas prêter, mais ils ont donné 50 euros. Et surtout, ils ont participé au projet, en fait. Donc, ils ont partagé le truc sur les réseaux. Exactement, ils en ont parlé autour d'eux. Et ce qui fait que quand j'ai ouvert, j'avais des clients. Alors, de part de mon activité d'auto-entreprise, d'auto-entrepreneuse, mais aussi la part de la campagne de financement participatif. Ouais, t'étais déjà connue, quoi. La date d'ouverture, c'est quand exactement? C'est le 18 décembre 2014. D'accord. Ah, t'as pas perdu de temps quand même, ouais. 18 décembre 2014. Sacrée journée. Donc on est en plein pendant les fêtes de Noël, donc donc la boutique se remplit forcément, non? Oui. Je me souviens de cette journée où la veille je m'étais couchée mais j'ai dormi que quelques heures parce qu'il fallait que j'accroche des tableaux qui sont d'ailleurs encore là. Voilà, j'étais en train de sur mon escabeau en train de faire mes dernières décos. On n'est jamais prêt en fait pour une ouverture, mais à un moment donné il faut y aller. Donc j'avais dit ça sera là, donc c'était là et le matin je me suis rendu compte que j'avais pas de fond de caisse. C'est tout bête, hein. Non mais truc con. très con. Donc on s'est dit au secours. Donc j'ai couru jusqu'à la banque et je suis revenue. J'étais toute rouge et genre complètement haletante. Et il y avait 2 clientes qui attendaient devant la porte pour l'ouverture. Génial. Voilà. Donc tu commences, t'es seule, c'est-à-dire que t'es au four et t'es dans le laboratoire en bas à préparer. Alors je commence pas seule. Je commence avec un pâtissier. Ah ouais. Je commence avec un pâtissier qui est en fait un ami de mon petit frère. Ok. Qui lui est pâtissier depuis plusieurs années puisque il a fait ça très rapidement après le on va dire le lycée. Enfin voilà, il s'est vraiment tourné vers cette voie-là. Mais lui, il fait ça en tout cas à l'époque en tant que saisonnier. Donc il travaille beaucoup à la montagne, les périodes d'hiver, etc. Il bouge beaucoup et quand moi je me dis tiens il faut quelqu'un pour commencer, je vais pas pouvoir tout faire, il faut que je puisse travailler avec quelqu'un en pâtisserie, qu'on soit au moins 2 et puis après que je me mette à la vente et puis on me propose très rapidement de travailler avec lui pour commencer. Cool, ok. Ouais. Voilà. Donc t'as eu du bol que cet été-là, enfin cette année-là à Noël, ils soient pas partis au ski parce que sinon tu l'aurais pas eu sous la main. Ouais voilà, donc c'est ok, ça. donc le 18 tour, il est là avec toi, vous êtes 2 dans la boutique. On est 2 au labo. Et je suis seule au magasin par contre. D'accord, ok. À la vente. Donc là t'enchaînes, ça dure combien de temps à 2? Ça dure quelques mois. Ça dure quelques mois, mais très rapidement je me rends compte que ça va pas pouvoir durer comme ça. Parce que je fatigue, tout simplement. Donc je pense que ça dure 5-6 mois, quelque chose comme ça. Et t'es crevée, un peu moins. Non Ouais, franchement je suis crevée et je me souviens d'une période où juste je pouvais plus. Je me mettais, notamment d'une période où j'ai juste envie de pleurer.
Non mais Je comprends, il faut le dire en fait, hein, Bah parce oui, bien que sûr. on voit souvent le truc un peu de l'extérieur avec voilà les paillettes, la belle histoire, mais c'est dur en fait. Ouais. C'est dur parce que je dois faire les gâteaux, que je dois faire le ménage, que je dois lancer le magasin, que je dois vendre, que je dois prendre les commandes, que je dois faire la compta, que je dois passer mes commandes aux fournisseurs. J'y arrive plus. J'y arrive plus. Rien que de faire mon récapitulatif de TVA pour ma compta me semble insurmontable en fait. Je me dis je vais jamais y arriver. Et je pense qu'à ce moment-là, je suis vraiment au bord du burn-out. Je suis T'as personne épuisée. qui t'aide là-dessus sur la compta, la caisse, choisir tes fournisseurs, tes machins, tes trucs, parce que c'est hyper compliqué quoi, c'est un monde. J'ai personne qui m'aide. On va dire que j'ai la chance d'être très bien entourée. Alors j'ai mon papa, mon père qui est lui-même un entrepreneur, mes parents ont toujours été d'un grand soutien. Ok. Ils ont toujours été là quand il y avait besoin. Ma mère est déjà venue me prêter main forte au magasin. Ouais. Voilà. Et mon petit ami de l'époque lui-même avait un restaurant. Donc voilà, j'avais quand même du monde autour de moi pour me dire mais si ça va aller, allez on peut t'aider un petit peu. Mais je me retrouvais quand même un peu seule. Ouais, forcément. Ouais, c'est-à-dire que ton père entrepreneur peut te dire ouais, tiens, prends tel cabinet comptable plus que ça parce que tu vas gagner un peu de temps. Non, même pas. Ah si. 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 Mon père, il a fait beaucoup dans ce projet-là. Je me souviens d'ailleurs d'une fois où c'était en fait avant que je signe d'ailleurs pour le local. J'étais juste tombée amoureuse du local, mais j'étais sortie en lui disant mais et si ça marche pas? Ouais. Il m'a dit mais si ça va marcher. Oui mais vraiment si ça marche pas. Il me dit mais attends, t'as une bonne idée, tu es courageuse, tu vas travailler dur, ça va marcher. Mais il me dit mais effectivement si ça ne marche pas, allez imaginons. Bon, tu empruntes tant d'argent, ok. Bon, écoute, tu revendras ton droit au bail, tu revendras ton matériel. Et puis s'il faut, tu iras trouver un boulot et puis tu rembourseras. Tu pars pas sur des emprunts extraordinaires, donc il y a rien de grave. C'est entre guillemets que de l'argent et c'est pas beaucoup d'argent. Donc c'est pas grave. Il y a toujours des solutions. Et en fait déjà quand il a désamorcé le truc un peu en me disant ça, je me suis dit ah ouais c'est vrai. Bon, ok. Effectivement. Non mais voilà, il a fallu que je mesure un peu les risques pour me dire bon. Ok, on part pas sur effectivement des emprunts. Tu peux pas 300 000 sur la tête. Non, effectivement, 1 million ou je sais pas quoi, avec l'argent des autres. Non, j'ai pas cette pression-là non plus à ce point. J'ai beaucoup de pression, mais voilà. Mais mon père a été très 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 important et il l'est toujours d'ailleurs. Mais il fait quoi comme entrepreneuriat lui? Il est dans quoi? Lui, il est dans le transport, dans le déménagement. Voilà. Déménagement Blot. Exactement. Ouais, ok, ça me parle. Ça, c'est mon père. Ok. Bon, à l'époque, il a monté son entreprise, pas pour les mêmes raisons que moi, puisque moi, je pense que c'était plus une façon de m'épanouir. Ouais. De me sentir bien dans la vie, si j'ai décidé de faire ça, de franchir le cap. Lui, c'était certainement plus pour des raisons simplement économiques en fait. Ouais, il fallait bosser, donc voilà, il a monté sa boîte, il a bossé dur. Ouais, donc du coup, c'est quand même un super soutien moral, c'est-à-dire que lui te dit détends-toi du risque, t'as pas de gamin, tu te coûtes pas cher à toi-même en fait encore. Tu peux venir dormir à la maison, on t'accueille, on t'aidera. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, carrément, c'est cool ça. Voilà. Ok, et alors, donc, tes fournisseurs, tout ça, comment tu les trouves? C'est grâce à l'INBP, tout ce que tu t'es renseigné toi après sur les cupcakes, tu sais que c'est avec telle boîte qu'il faut bosser pour, je sais pas si c'est de la farine ou. Alors non, c'est pas l'INBP, honnêtement, je me suis débrouillée toute seule. Toute seule? Ouais, toute seule. J'ai fait beaucoup de recherches sur internet, j'ai fait énormément de salons aussi. Ouais. Il y a beaucoup de salons qui existent pour les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, etc. Okay. Boulangerie, pâtisserie. Donc j'ai pris du temps et j'ai fait les salons, j'ai rencontré des gens, j'ai demandé des devis, etc. Donc, comment ça marche dans ce métier? T'as pas de système de remise en fait? Enfin, j'imagine surtout pas au début, tu es trop petite en volume d'achat, non? Tu trouves les gens, tu payes au cul du camion quand on te livre? Oui, alors surtout au début en fait, ils vont payer les factures tout de suite. Bah ouais, c'est ça. On ne connaît pas donc on nous fait pas confiance, donc faut tout payer. Mais bon, en même temps, à côté de ça, je reste une petite entreprise, donc j'ai pas non plus des dépenses entre guillemets énormissimes. J'ai pas énormément d'avance à faire et surtout on fait beaucoup de frais, donc on passe les commandes, on passe des petites quantités. Comme on n'a pas un grand espace de stockage, on peut pas non plus prévoir des choses pour on va dire un mois. Donc je fais s'il faut, je fais les courses toutes les semaines. Il y a des choses bien sûr que je vais commander en plus grosse quantité pour plus longtemps, mais en règle générale le gros et ça fonctionne toujours comme ça aujourd'hui, le gros des matières premières on les commande toutes les semaines, on se fait livrer toutes les semaines et d'accord. Voilà, on a un gros roulement sur les produits. Ok.
À quel moment tu deviens... Parce qu'il y a un moment tu vas passer la barre de la rentabilité, non, ça vient quand ça le moment où tu t'équilibres entre la fatigue, le chiffre d'affaires, le loyer, le machin. Ça va être l'enfer. Pas tout de suite. Ouais, C'est venu longtemps après. C'est vrai Ouais. Honnêtement, ça a été... Alors, le comptable, lui, était plutôt content des premiers bilans. Ouais, ça en me montait. disant, voilà, même le banquier m'a dit, voilà, ils étaient contents parce qu'on a fait plus que ce qui était prévu. Ouais. Donc là-dessus, c'était top. Après, honnêtement, j'ai mis très très longtemps avant de me dégager un salaire et puis même un petit salaire. D'accord. Et même encore, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est pas Chemskex c'est pas avec Chemskex entre guillemets que je vais faire fortune, très clairement. D'accord, ok. Voilà, je préfère le dire. Et on a tendance à imaginer que parce que voilà, la boutique a une renommée, etc. Pas que je roule sur l'or, mais en tout cas que j'ai une vie super confortable. C'est pas grâce à la boutique. D'accord. Par contre, ça m'apporte plein d'autres choses. Et un vrai épanouissement et une vraie passion. Okay. Mais c'est difficile aujourd'hui, je trouve, d'être vraiment entre guillemets, de gagner de l'argent quand on est artisan. Ouais. Avec la concurrence qu'il y a, avec les prix à l'achat, avec puis en plus la conjoncture actuelle qui est pas forcément... Ouais, il y a eu la période gilet jaune, là, ça va pas faire du bien ça a pas dû faire du bien au centre-ville et au tiroir caisse en particulier, ça, non Ça fait beaucoup de mal. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait beaucoup de mal. Honnêtement, en tout cas, la période gilet jaune nous a fait beaucoup de mal, tout simplement parce que c'était tous les samedis. Ouais. Et le samedi, chez nous, c'est notre plus grosse journée. Bah ouais. Donc, quand vous avez pendant plusieurs mois les samedis qui sont mauvais parce que les gens viennent plus ou ils viennent mais ils sont gazés, donc ils rentrent dans un magasin, les gens viennent plus en fait, tout simplement. À un moment donné, on avait baissé toutes nos quantités de fabrication et même là, on n'arrivait pas à les écouler. C'était terrible, quoi. T'as dû te séparer de collaboratrices ou de collaborateurs à ce moment-là ou pas? Non, parce que je sais que ça arrivait pas mal en ville. Mais... Alors, justement, j'ai réussi à ce que ça ne soit pas le cas. Ouais. En revanche, il se trouve que j'ai une pâtissière qui était enceinte et qui est partie en congé maternité, que j'aurais dû normalement faire remplacer, et je ne l'ai pas fait remplacer. C'est moi qui l'ai remplacé. Ouais. Donc, pour des raisons purement financières, en fait, j'ai pris son boulot et j'ai fait le double, en fait. J'ai fait le mien plus le sien. T'as combien de personnes aujourd'hui en tout, là? C'est combien l'équipe de Camille, Blo, entrepreneuse, que tu gères aujourd'hui? Alors, chez Chemskex, on a 4 personnes à temps plein. Et j'ai ouvert une seconde boutique qui s'appelle Bubbly Shoes. Juste à côté. Qui est juste à côté, au 30. Voilà. En fait, à côté, parce que sinon, très honnêtement, à l'époque, quand j'ai ouvert, j'aurais pas pu faire ça même à 300 mètres. D'accord. Voilà. D'un point de vue tout à fait stratégique, c'était plus facile pour moi que ça soit à côté. Et donc là, en tout, aujourd'hui, j'ai 8 personnes. D'accord. Voilà, sur les 2 entreprises. Donc, tu as 8 fiches de paye à gérer tous les mois. C'est ça. Plus éventuellement, des fois les petits coups de main. Donc, mais vraiment, tout le temps, c'est 8. Voilà, actuellement. Okay. Ouais. Et ça pèse lourd, non? Ça t'empêche pas de dormir ou ça génère de l'angoisse un peu, ça? Parce que non, après, entre guillemets, tout est relatif. Moi, je suis une des petites entreprises, donc... j'ai pas 300 salariés ou 1000 mais bon, c'est vrai que c'est quand même une responsabilité parce que il faut payer à la fin du mois les salaires. Les filles, je dis les filles parce qu'il y a que des filles là dans mes 2 entreprises comptent aussi là-dessus. Mais c'est ce qui fait aussi ma fierté aujourd'hui, de me dire que j'ai pu là où les gens croyaient pas du tout en mon projet, en mes projets, de me dire que j'ai pu créer de l'emploi, des emplois à temps complet, des emplois en CDI. Des gens qui, pour des personnes qui n'arrivaient pas à trouver justement par exemple des CDI ou des temps complets, aujourd'hui elles ont des emplois qui sont stables et qui leur permettent aussi de faire des projets dans la vie, tout simplement. Carrément. Genre d'acheter une maison ou d'avoir une famille. T'as des collaboratrices qui te suivent depuis le début, depuis que t'as pu embaucher ou... Alors, chez Chemskex, l'équipe, on va dire que j'ai eu vraiment un renouvellement au bout de 3 ans. Ouais. Mais il y a assez peu de turnover. C'est cool. En vérité, ouais, ça c'est bien. bien. Et puis pareil, chez Bubbly Shoes, ça fait 2 ans et demi qu'on a ouvert et ma responsable boutique, elle est toujours là depuis le début. Et j'ai une vendeuse également qui est là depuis le début. C'est top. Ouais. Alors comment tu ouvres Bubbly Shoes? C'est l'opportunité du local qui se libère? C'est une idée que tu avais déjà aussi en parallèle? Alors les deux. Effectivement, c'est une idée que j'avais depuis un moment puisque quand j'étais à Shanghai, j'ai découvert le Bubble Tea. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le bubble tea, moi je connais pas, donc vas-y. Le bubble tea, c'est une boisson qui est originaire de Taïwan. Ouais.
Donc c'est très très répandu en Asie. C'est du thé, Ouais. soit généralement un thé noir au lait ou un thé vert au jasmin que l'on boit chaud ou froid. Ok. Vous choisissez l'aromatisation. Donc imaginons si vous aimez l'ice tea, ça peut être un thé au jasmin à la pêche glacé. Ouais. Et après on va ajouter des perles, soit des perles de jus de fruits qui éclatent en bouche ou des perles de tapioca qui se mâchent. Tout ça, ça se boit dans un grand gobelet avec une grosse paille et vous aspirez par la paille et les perles remontent par la paille. D'accord. Et donc ça, c'est ça le bubble tea. Et c'est très, très addictif. Et moi, j'ai adoré cette boisson. Et d'ailleurs, quand j'étais à Paris pour finir mes études, dès que je voyais une boutique de bubble tea, j'y allais. Alors, j'avais pas soif, hein, mais c'était vraiment l'achat compulsif. Genre, un bubble tea, j'en prends un. Ok. Et ça m'a suivi pendant longtemps. Et c'est vrai que quand j'ai lancé Canskex, je me disais toujours, tiens... il n'y a toujours pas de bubble tea à Rouen, c'est pas possible. Pourquoi personne le fait? Ça me manque. Si un jour personne ne le fait toujours pas, ce sera moi qui le ferai en fait. Tu la lances quand la boutique à côté? Je la lance ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi, Ouais. 2019, ouais, donc 14, fin 14 ici. Ouais, d'accord, ok, ouais. Enfin, j'essaie de voir un peu Alors, la progression. c'est-à-dire je la lance, ça ouvre. Mais je la lance un peu plus tôt parce que les travaux sont très très longs, encore une fois. D'accord. C'est vrai que quand on dit ah tiens on a ouvert en décembre 2014 pour Canskex, on imagine, mais c'est vrai que c'est long la période d'avant, il faut négocier l'endroit, il y a les travaux, il faut trouver les entrepreneurs, trouver faire les plans, trouver les voilà, il y a plein de choses à faire et c'est très long. Mais oui effectivement Publishous est arrivé finalement assez rapidement, je trouve, après. Bah, si on dit que début 15, en fait, fin 14, début 15, t'es ici, 2 ans dans 2020, donc ouais, ça fait ouais, ça, ok, de 2017. Tu me dis fin 2017 hein, pour Bubble Issues. C'était en mai. En mai, Ouais, ok. ouais. Voilà. Top, ok. Ok, qu'est-ce qui t'amuse le plus aujourd'hui dans tout ce que tu fais parce qu'aujourd'hui, t'as encore beaucoup en boutique ou pas Alors, depuis assez peu de temps, beaucoup moins. Ouais. Beaucoup moins. J'ai pu embaucher une personne supplémentaire, en fait, ce qui me permet, moi, de me dégager du temps pour pouvoir travailler sur d'autres projets. Puisque c'est vrai que pendant très, très, très longtemps, finalement sur 5 ans quasiment, on va dire 4 ans, j'étais très opérationnelle. Donc, au service... faire plein de choses, servir le café, fabriquer même les gâteaux. D'ailleurs, je fais toujours. Je travaille encore un peu en pâtisserie. Quand il faut remplacer une pâtissière, je peux remplacer, mais je fabrique aussi toujours tout ce qui est gâteau sur mesure. Ok. Voilà. Ah oui, tu fais des commandes en plus. Voilà, des commandes, un peu des choses un peu plus d'exception pour des mariages, des anniversaires, des choses comme ça. Je travaille encore un peu au labo. Mais c'est vrai que je ne suis plus... si tout va bien, entre guillemets, je ne suis plus au labo à la fabrication tous les matins. Et là, depuis assez peu de temps, je suis plus non plus trop derrière le comptoir, puisque j'ai envie de pouvoir prendre un petit peu entre guillemets de hauteur, déléguer et travailler sur d'autres projets. Alors c'est quoi les autres projets? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, dans l'idéal, c'est vrai que ça fait un moment que je cherchais un local pour Canskex pour pouvoir déménager, agrandir, parce je crois qu'on est arrivé au maximum de ce qu'on pouvait faire ici. Il fallait bien que je commence un jour en même temps. Donc, mais c'est vrai que la boutique est petite. Là, on voit bien, on est accoudé à un manche debout. C'est pas le plus confortable du monde et on peut pas accueillir énormément de personnes. Ok. L'été, c'est sympa, on a une grande terrasse, mais l'hiver, on est assez limité. Donc, si je pouvais, ça serait trouver ce local en centre-ville de Rouen. Bon, je ne l'ai toujours pas trouvé. Ok. C'est assez compliqué. En revanche... Attends, on va lancer un appel. Tu veux quoi allez, allons-y. Tu veux quoi comme surface? J'aimerais au moins, en tout cas, une surface, on va dire, de vente autour de 100... et même pour le laboratoire, 150 mètres carrés, ça serait bien. D'accord, voilà. Ok. Et si ça pouvait être un plein pied, c'est formidable, encore mieux. Ok, et situé entre quoi comme zone à peu près Après, je cherche pas un emplacement numéro 1 parce que c'est vrai qu'on propose des produits qui sont, qui se différencient de ce qu'on trouve partout. Donc les gens font l'effort de venir nous voir et de nous chercher. Maintenant, je veux quand même être en centre-ville, donc que ce soit, là on est place des Carmes, dans le carré un peu vers la du marché. J'ai pas d'exigence sur l'emplacement exactement, ça va plutôt être après une question de feeling. Coup de cœur avec le lieu, tu veux dire? Exactement. Okay. J'aime les gens, les gens aussi, mais les lieux qui ont du cachet, et qui vont être un peu. Faut pas me sortir un truc non plus un carré tout lisse, ça m'intéresse pas trop. Je comprends. Pas un truc trop lisse.
Ok. Voilà. Ouais. Mais et puis là, on est vraiment dans l'actualité des projets puisque j'ai signé il y a 2 jours, 3 jours plutôt, un compromis de vente pour un local. D'accord. Donc j'achète normalement un nouveau local pour développer Publishous. D'accord. Ok. Voilà, Donc, d'accord. Oui. Donc ça c'est parti aussi. Ça c'est parti. Alors il faut que je trouve les financements maintenant. D'accord. Voilà. J'ai rendez-vous fin de journée avec la banque. Donc tu fais un On est deuxième. vraiment dedans. Tu fais un deuxième Publishous ou ouais ça tu fais un deuxième. L'idée voilà, c'est de faire un deuxième Publishous à Rouen. Avec éventuellement, mais je peux pas encore tu peux pas en parler trop dire, mais bon, okay, non, pas de avec souci. un truc un peu différenciant et une nouveauté. Ok. Voilà. Mais plus grand. Bah, après, c'est vrai que là déjà Publishous est plus grand que Camscakes, on a une plus grande capacité d'accueil, mais les gens nous disent toujours ah c'est trop petit, c'est trop petit. Bon, on va faire plus grand. Voilà. J'y vais doucement, mais sûrement. Donc voilà, pour le coup, on est vraiment dedans. Ok, super. Voilà. Et local coup de cœur. Et local coup de cœur, je pense là où on nous attend pas non plus. D'accord. Parce que, pareil, quand j'ai trouvé ce local, on m'a dit mais t'es sûr là Et en fait, plus je le vois et plus je me dis que c'est. Alors j'espère que ça va se faire. Donc là, tu repars sur la période de travaux, tout ça, tout ce que t'adores là. Exactement. Ouais. Là, on repart sur déjà voilà faire tous les devis. Je te dis, on a signé là le compromis, donc c'est vraiment tout frais. Okay. Donc là, c'est faire les devis avec les entrepreneurs. Travailler avec le comptable sur le prévisionnel et puis trouver les financements. Ouais. Donc tu refais un tour de un peu de communication, de région, d'aide prêt donneur ou trucs comme ça, non Alors oui, là dans un premier temps, je vais d'abord solliciter ma banque, effectivement, et puis on va voir. Il faut que tu écoutes l'épisode de Bakary Camara, notamment à partir de 45 minutes, il nous raconte un peu toute l'histoire du financement. Bakary qui a levé pas mal d'argent. Ouais. Et il dit que la première clé, effectivement, c'est la partie bancaire pro. C'est ça. Et qu'après, tu peux commencer à aller voir des business angels ou des fonds ou quoi que ce soit, et que les mecs veulent bien mettre de l'argent, mais que la première brique, c'est justement apparemment le financement de ta banque. Ouais. Je te fais confiance, il n'y a pas de problème, ça va y aller tout seul. Comment on fait pour que les gens qui nous écoutent, éventuellement, ils puissent dans quelques semaines ou quelques mois avoir l'information de la suite de Bubble Cake? Où est-ce que ça se trouve? Alors Publishous, on peut nous suivre. C'est la contraction des deux. Alors on peut nous suivre l'aventure déjà Camscakes sur la page Facebook et Instagram. Ouais. On a aussi un site internet www.camscakes.com. Ouais. Et puis donc pour Publishous, pareil, on a Facebook et Instagram. Instagram c'est Publishous _du Rouen. Voilà. Ok, donc ça pareil, je le mettrai dans les commentaires du podcast pour que. Et on aura la réponse quand de l'endroit parce que là c'est top secret encore parce que c'est tout jeune et du coup moi je suis curieux. J'aimerais pouvoir le dire mais en fait non, tu me dis tant quand que c'est pas concrétisé sûr de chez sûr, j'ai pas envie d'avancer. Non mais en temps, c'est dans combien de temps à peu près qu'on pourra le savoir? En mois. Alors la donnée clé, c'est que normalement, si tout va bien, j'ai signé un compromis pour avoir les clés en septembre. Parce que c'est pas tout de suite parce que le vendeur, lui, ça l'arrangeait de faire une vente plus tard. Ouais. Et au début, je me suis dit, oulala, ça va vachement loin. Et finalement, je me dis, pour une fois, ça me laisse le temps. Ouais. De pas te précipiter. Exactement, de faire mes plans comme je le veux, de trouver les bonnes personnes avec qui je vais travailler. Et le jour où j'ai les clés, boum, je peux lancer les travaux et optimiser l'ouverture, on va dire. Pas perdre trop de temps. Voilà. Tu communiques quand dessus qu'on le sache du coup? Parce que moi je suis curieux, j'ai envie de savoir maintenant. Dès que je veux. En fait, dès que je suis financée et qu'on on a tout déverrouillé parce qu'il faut... il y a encore des choses un peu à lever. Il faut que c'est tout bête, mais que le bailleur accepte qu'on fasse cette activité-là. À la rentrée de septembre, on aura l'info. Ah oui. Ok. Normalement oui. Septembre, dès la rentrée septembre, on aura l'info, clairement. Voilà. Super. Camille, on a déjà fait un bon bout de chemin. On est déjà presque 1h20. Ah oui, déjà. Quand même. On arrive tout doucement sur la fin. Tu nous as dit ce qui t'amusait aujourd'hui donc, dans ta fonction, c'est de prendre un peu de hauteur, c'est ça? Gérer des projets, plus forcément être opérationnel dans la boutique. Ouais, alors ça me dérange pas. Si j'avais pas aimé ça à l'époque, ça aurait été un peu embêtant. J'aime toujours ça, mais c'est vrai que j'ai besoin de me dégager du temps, pour travailler sur d'autres projets. Logique, ouais. Voilà, exactement. Mais ce que j'aime, en fait, simplement, c'est
travailler au quotidien. Déjà, j'adore travailler avec mes équipes. Ouais. Je travaille avec des gens que j'aime vraiment, donc ça c'est cool. Et puis pas avoir de routine, avoir toujours des choses un peu nouvelles, des nouveaux projets, même là dans pâtisserie, de pouvoir lancer de nouveaux produits. Nouvelles cartes, machin. Ouais, voilà, c'est ça me plaît bien. Ok. Qu'est-ce qui t'ennuie? Parce qu'il y a forcément un truc qui t'ennuie. Tu la, vas le dire. La paperasse, j'aime pas la paperasse. T'aimes pas la paperasse? Oh non, c'est ça c'est vraiment un truc. Travailler, mais c'est obligatoire, se mettre derrière l'ordi, faire des papiers, faire de la compta, faire des... Voilà, pour tout ce qui est côté ressources humaines, etc. Ça prend beaucoup de temps, on n'imagine pas à quel point, mais ça prend beaucoup de temps et il faut le faire. Et c'est du temps que je passe pas pour tout ce qui va être créatif et ce que je préfère en fait. Donc, mais il faut, voilà. Comment tu fais pour exécuter justement tout ce qui est chiant en compta? Est-ce que tu te votes des slots, tu dis tiens tel jour à telle heure je fais que ça pendant 2 heures ou Oui. Ouais, c'est vrai. Non, parce que faut se le dire, c'est chiant quoi. Donc, ouais, c'est chiant. Ouais. Donc, parfois, voilà, je me dis tiens là, je fais que ça. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que désormais, étant donné que en tout cas dans les boutiques, j'ai réussi à vraiment à m'entourer de personnes compétentes et hyper dynamiques et hyper volontaires. J'ai pu donner davantage de responsabilités et entre guillemets, ça tourne presque sans moi. D'accord. Donc j'ai pas besoin d'être là tout le temps. Les filles sont hyper autonomes et j'ai pas besoin d'être au magasin, ce qui fait que je peux travailler aussi de chez moi, ce qui me permet d'être au calme et de pas être arrêtée. Ce qui peut être sympathique, mais par les clients toutes les 3 minutes, parce qu'en fait, ce que je faisais avant, c'est que je me mettais là ou je me mettais au labo. Au labo, on a la vitre, donc on me voit que je suis là, mais même si je me mets sur le comptoir, je vais travailler. En vérité, bonjour Camille, tiens, je voulais voir pour une commande, ou tiens, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on vous a vu, ou je sais pas. Et en fait, on commence à parler et j'arrive pas à travailler. On va dire de façon concentrée, efficace, exactement, efficiente. Donc là au moins je prends des moments où je suis pas là et personne ne peut me couper, donc sauf urgence bien sûr, je reste toujours disponible, mais j'ai des moments où je disparais un peu du magasin. Alors c'est vrai que maintenant des fois on me dit mais on ne voit plus, ou alors on te voit moins, ou ça y est, c'est ça d'être ça y est, comme rockstar quoi. c'est ça d'être patron en fait, les autres travaillent et puis toi tu fais rien. Ouais c'est ça. Donc c'est un peu c'est rigolo, c'est une sorte de fantasme d'imaginer que quand on voit moins la personne, c'est qu'elle est en train de de se promener, de faire du shopping ou une sieste. Non en fait elle se la coule douce pendant que ses esclaves triment pour elle. Exactement. Et ça, c'est fou parce qu'en fait, pendant un bon moment, j'ai eu du mal aussi à mettre ça un peu en place, à prendre des temps où je suis pas au magasin et je travaille même de chez moi. Et j'avais l'impression que c'est pas bien en fait. Ouais, t'étais coupable. Ouais, j'étais coupable parce que j'étais pas derrière le comptoir en train de servir mes gâteaux, ou qu'on me voyait pas travailler. Je me disais, mais en fait, ça va pas. On va se dire que... puis en fait, c'est bon, j'ai compris que... D'ailleurs, je gérais mon temps comme je le voulais. Et j'avais pas de compte, entre guillemets, à rendre. Bah non. Mais voilà, je suis bien avec moi-même. Et si ça pose un problème à quelqu'un, on peut me le dire. Mais voilà, ce n'est pas parce que vous ne me voyez pas que je ne travaille pas. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Voilà. Je fais un petit écart. Est-ce que tu as réussi à pouvoir prendre le temps de parfois faire des vacances ou des voyages? Parce que tu me parlais de voyage qui était une de tes premières passions. Alors, pendant très longtemps, non. Bah non. Ça a été dur. Alors, il n'y a pas que ça qui a été dur, parce que j'avais plus de vie sociale de toute façon au début. Clairement. D'ailleurs, mes plus fidèles amis ont pu le comprendre, mais ça fait un peu un tri aussi avec des gens qui comprennent pas en fait que vous sortiez plus, vous alliez plus. Même, c'est tout bête, mais je me souviens de mon premier vraiment dîner où j'étais allée dîner chez mon frère. Je m'étais permis de sortir, de pas travailler un soir pour aller dîner chez mon frère. Mais quand j'y repense, ça me semble complètement fou. C'était au début quand j'ai lancé la boutique. Et j'avais mon téléphone qui sonnait, j'avais des messages sur Facebook, des gens qui me passaient les commandes. Depuis d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tout supprimé sur les messages. Vous pouvez plus contacter par message privé pour des commandes. Il faut appeler au magasin ou sur le site internet. On a tout cadré, mais à l'époque, je me faisais... c'était terrible parce que je pouvais même pas avoir ce dîner tranquille et ça me revenait comme ça. Et on m'a dit, attends, on m'a pris mon téléphone, on l'a éteint, on m'a dit, allez, c'est bon. Ce soir, c'est un dîner. Reste avec nous. Ouais. C'est bon, tu restes avec nous, tu souffles là. Et j'étais là, genre, mais non, mais les clients. Non, éteint. Oublie. Voilà, donc pendant longtemps, ça a été ça en fait. Ma vie, c'était mon travail. J'avais pas de salaire, donc de toute façon, je pouvais même pas vraiment envisager de partir en vacances. Et puis de toute façon, même si j'avais l'argent, qui est-ce qui allait pouvoir travailler à ma place, faire tout ce que je faisais? Donc c'était pas envisageable. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est les choses que je me permets.
Okay. Alors, il y en a, ça va être, je sais pas moi, du shopping ou des trucs comme ça. Moi, c'est les voyages. C'est vraiment mon kiff, c'est de partir en vacances. Et il se trouve que j'ai une copine qui s'appelle Najiba, que j'adore, avec qui je pars en voyage, qui elle adore aussi partir en voyage. Et on s'est retrouvées toutes les deux à faire des voyages. Et maintenant, dès qu'on a terminé notre voyage, on regarde la prochaine destination, on prend des billets. D'accord. Et c'est pour dans quelques mois. Et ça m'aide aussi, entre guillemets, à tenir. Bah oui, c'est un peu des objectifs. Oui. Donc pendant plusieurs années, je me suis privée de pouvoir partir. Je voyais tous mes potes qui partaient, qui faisaient des week-ends, qui partaient en vacances à l'étranger, qui allaient visiter des pays de dingue, etc. Et tu voyais ça sur Facebook, t'avais les boules. Moi, j'étais en train de faire mes gâteaux toute seule dans mon labo, à trimer comme une folle. Franchement, j'ai des périodes un peu dures, mais c'est clair que pendant longtemps, les voyages, mais c'était même pas envisageable. Là, ça y est, tu peux enfin en refaire un peu. Oui, oui, cool. j'en ai fait même pas mal. Mais ça fait quoi? Genre vraiment 1 an et demi? 1 an et demi. Un an et demi que de toute façon... et puis ça me permet aussi de me dire... en fait, si je prends pas ces billets, je partirai jamais. Oui. C'est tout bête. Il y aura toujours une bonne raison pour que je reste et que je travaille. Ouais. Donc ça permet aussi aux gens avec qui je travaille de prendre plus de responsabilités. Absolument. Voilà. Et puis à moi d'accepter que parfois tout n'est pas parfait. Ouais. Pendant longtemps, ça a été très très difficile pour moi, même un peu douloureux. D'accord. Parce que je voulais que tout soit toujours parfait, tout soit nickel, comme je l'avais imaginé, voilà. Et quand j'ai compris que ça serait pas forcément comme ça et que c'était pas gravissime. C'est vrai, c'est pas grave. Non, c'est pas Après grave. tout, c'est pas grave. C'est pas grave. Et ça se passe quand même très bien. Et là, voilà, j'ai pu. Mais bon, j'ai eu mes premières vacances à l'étranger, elles ont été dures quand même. Ouais, t'étais scotché au téléphone. Ouais, parce que c'est toujours pareil. Hein, vous avez prévu un voyage depuis longtemps, votre premier voyage, et puis hop, il y a un collaborateur qui tombe malade. Quelques jours avant de partir, il a dit comment on fait, par exemple. Tout simplement. Ouais. Ça c'est difficile. Mais bon, sinon je partirai jamais. Donc maintenant je m'octroie ce plaisir de partir, de m'évader pendant 10 jours, on va dire, de voir ce qui se passe un peu ailleurs, d'essayer de pas trop penser au travail et de revenir ressourcer avec plein de nouvelles idées. Génial. Voilà. Donc ça fait à peu près plus que 5 ans maintenant que tu as monté la première boutique. Ouais. C'est ça, ouais. On est sur une équipe de 8 personnes. Tu roules pas encore sur l'or, mais tu peux commencer à te cacher dans ta limousine loin de tes boutiques. Hein, c'est ça. On a compris. Non, mais en tout cas, prendre ton jet privé pour faire un peu le tour du monde avec des copines. Ouais. Non, enfin, je rigole, mais c'est ça. Tu peux commencer à prendre un peu de hauteur. Exactement. C'est cool. En tout cas, je commence à avoir alors c'est par période, mais je commence vraiment à avoir une plus grande qualité de vie où je peux faire d'autres choses que du travailler. Voilà. Il y a des mois, non, ça va pas être possible, mais voilà, je peux m'intéresser à d'autres choses, partir en vacances, avoir d'autres activités que le travail. Et en fait, je me suis aussi rendu compte que c'était hyper important de prendre du temps pour soi. Parce que je pense que plusieurs fois dans cette période depuis la création de l'entreprise, j'ai testé un peu mes limites même physiquement et psychologiquement, et à un moment donné il faut faire attention à pas trop y aller parce que sinon on craque, hein. C'est pas un sprint, c'est une course de fond. Donc il faut tenir sur la durée, et pour ça il faut aussi penser un petit peu à soi quand on le peut. Au début je pouvais pas, de toute façon c'était pas envisageable, mais maintenant que c'est possible, voilà, je pense aussi un peu à moi, sinon on tient pas en fait. Carrément. Écoute Camille, on a bien avancé, on a fait un bon format. Je vais arriver aux petites questions de fin. Donc 8 personnes, on est super curieux de savoir ce qui va se passer sur le prochain emplacement. Donc on sait qu'en septembre on aura une réponse. Oui, alors mais là j'en parle, je croise les doigts, j'espère que tout va bien se faire. On mettra les liens vers le Facebook et l'Instagram de Bubblicious et de Camscake pour avoir l'actualité, le fil d'actualité. Dans les questions de fin, j'aimerais bien te poser une petite question. Qu'est-ce que tu pourrais nous proposer comme contenu que tu nous recommandes à écouter, à lire, n'importe quoi, un truc que tu nous partagerais alors, ce que je suis en train de lire en ce moment, parce que c'est pareil, pendant très longtemps je pouvais plus lire. Ça semble tout bête, mais je prenais mon bouquin et je m'endormais, voilà, donc c'était même pas possible. Je suis en train de lire en ce moment une bande dessinée qui s'appelle Moi ce que j'aime c'est les monstres, d'Émile Ferris. Très très cool. Alors Émile Ferris. Hein. Émile Ferris, exactement. F-E-2-R-I-S. C'est ça, exactement. Et c'est une femme et qui a fait cette bande dessinée, et c'est illustré sur des carnets donc qui ont été scannés. Tout est dessiné au stylo bic. Les graphismes sont magnifiques.
Et je peux pas trop vous raconter, je suis vraiment en train de le lire, mais voilà, je trouve ça très très cool. Donc, ok, bon, on partagera ce contenu, complètement la BD, ok, avec grand plaisir. Bonne BD, ouais. Ok, super. Pour te suivre, donc où est-ce qu'on peut te suivre ? On te suit sur Instagram et sur Facebook principalement ? Voilà, c'est ça. Les pages des magasins, donc Camscakes et Bubbly Shoes. Ouais. Et puis après, j'ai un Instagram perso où vous avez un petit peu de ma vie. Voilà, je partage un peu des moments plus personnels de ma vie ou des petites anecdotes de ma vie d'entrepreneuse, on va dire. Ok. Voilà. Donc ça, le nom, c'est Camille Blo ou Blo Camille, je sais plus. On trouve en tapant mon nom sur Instagram. Sur Instagram, voilà. Ok. Le mail, là, on peut t'envoyer des mails s'il y a besoin. Oui, absolument. Donc Camille. @camscakes.com. Ok, et s'il y avait des besoins de recrutement ou quoi que ce soit, tu passes par où ? Par LinkedIn, non ? Si des gens avaient envie, des filles ou des mecs avaient envie de se manifester auprès de toi pour dire tiens, nous on est bossé pour toi, on aime le concept. Alors on peut envoyer un mail. Après, quand on a des... Alors, première chose, généralement, quand on cherche du monde, on met des annonces sur les réseaux sociaux. Okay. Donc, il ne faut pas hésiter à guetter les réseaux sociaux. Et puis, sinon, un tout bête, de se présenter en magasin. Parce que un CV, c'est bien, mais nous, ce qu'on aime, c'est l'humain. Donc, on ne recrute pas les gens sur les CV, on les recrute parce qu'ils nous semblent fiables, sympathiques, ils dégagent un truc avec une bonne énergie. Et c'est comme ça que je fais mes recrutements, en fait. Eh ben, c'est noté. Tout ça, on le dira dans le descriptif du podcast à l'écrit. Et puis, je mettrai tous les liens pour que les gens puissent suivre ton actualité. Super. Et pourquoi pas ceux qui veulent se présenter, même les financeurs et tout, s'il y en a qui veulent venir. Ok. Camille, merci pour ton accueil. C'était super. Merci beaucoup. On reviendra dans quelques années pour voir. Moi, je veux savoir la suite là maintenant. Merci à toi. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu, vous pouvez m'aider à le faire connaître en vous abonnant sur iTunes, Spotify ou Deezer. Pensez à noter 5 étoiles ce podcast sur iTunes et n'hésitez pas à partager à 2 personnes de votre entourage. Pour me contacter, envoyez-moi un email à l'adresse contact@cibpodcast.com. À bientôt.